Bonsoir à tous, je m'appelle Irène Lopez et je suis journaliste au Moniteur des pharmacies. Merci à vous d'être si nombreux derrière votre écran à nous suivre ce soir pour ce live organisé par le Moniteur des pharmacies avec le soutien scientifique de Procter & Gamble Health France, entreprise experte en matière de probiotiques, vitamines et minéraux. Alors cette émission, elle fait partie d'une grande série de webinaires qui vous est spécialement dédiée, vous, pharmaciens, officinaux, préparateurs et étudiants. N'hésitez pas à vous installer confortablement avec nous et à activer le mode plein écran. Si vous êtes à l'officine, je vous invite à brancher vos écouteurs. N'hésitez pas à augmenter le volume. Et si vous rencontrez des problèmes de connexion, le réseau 4G de votre téléphone est un très bon allié. Vous avez également à votre disposition un chat qui vous permet de poser vos questions, de commenter, alors toujours avec bienveillance, un chat, et je reçois ici directement vos questions sur ma tablette et je me ferai un plaisir de les relayer à notre expert du jour. Après 2 webinaires, l'un sur le microbiote et l'immunité, l'autre sur le sommeil, que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur le site du Moniteur des pharmacies, aujourd'hui, nous allons décrypter les effets synergiques entre probiotiques, vitamines et minéraux en compagnie du docteur Jean-Paul Curtet. Bonsoir, docteur Curtet. Oui, bonsoir Irène et bonsoir à tous. Jean-Paul Curtet, vous êtes un des pionniers de la nutrithérapie. Dans les années 80, vous avez commencé à vous intéresser aux relations entre les aliments, les nutriments et la santé à l'Université de Californie. Vous avez notamment créé en France la première consultation du nutrithérapie et vous êtes à l'origine de plusieurs des protocoles utilisés dans cette discipline. Alors, beaucoup d'étudiants ont eu la chance de vous écouter. Vous avez enseigné des formations complètes de nutrithérapie dans les facultés de Bruxelles, Lisbonne, Paris, et vous êtes l'auteur également de nombreux ouvrages, notamment, et j'en cite un, Nutrithérapie, base scientifique et pratique médicale aux éditions Testées dans la collection Nutridoc. Alors ce soir, nous allons parler infection. L'automne, c'est le retour des rhumes, des angines et des bronchiolites. Au sommaire, nous allons commencer par parler des 3 lignes de défense immunitaire. Après, vous allez répondre à la grande question « Pourquoi souffrons-nous d'attaques infectieuses ?» Nous poursuivrons avec le microbiote intestinal équilibré et puis les actions des vitamines et des minéraux. Et nous terminerons avec l'effet synergique des compléments minéraux vitaminiques et des probiotiques. Tout à fait. C'est un grand programme. Et oui, je pense qu'il y a... assez ambitieux d'ailleurs, Tout à fait, mais vu bon, notre timing. Ambitieux, mais qui a pris beaucoup d'importance, malheureusement, avec ce qu'on connaît au niveau de la pandémie. Mais en effet, bon, ces défenses immunitaires dont on va parler sont valables pour toutes les attaques virales ou bactériennes, et même contre les parasites, les champignons. Et sur le côté, les cellules cancéreuses, en fait, notre première ligne de défense, c'est aussi l'immunité. Donc je pense que c'est un sujet très large. Et j'espère qu'on va partager ensemble ce soir quelques outils utiles pour soi-même, pour sa famille, pour la société, pour l'économie qui souffre aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc merci d'être avec nous ce soir. Je n'en doute pas, et sans plus tarder, parce que le temps tourne, docteur oui. Curtet, là je vois que vous êtes très bavard, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet oui. avec les 3 lignes des défenses immunitaires. À tout de suite. Réviser nos bases avec vous. Absolument. Donc, si on s'égratine, il faut se désinfecter parce que sinon, tout le monde le sait, on va risquer une infection. Mais on voit moins bien, si vous voulez, que le même phénomène d'altération des muqueuses se passe au niveau du nez, par exemple, des bronches, des poumons, du tube digestif, où une dysbiose très très banale crée de l'inflammation et laisse passer des bactéries ou des morceaux de bactéries qu'on appelle des endotoxines. Donc ces barrières physiques sont très importantes et on va les développer. Ensuite, une réponse innée non spécifique, c'est quand il y a une attaque, le corps reconnaît un alien, il y a une invasion, on a des soldats du front qui montent, c'est les globules blancs qu'on appelle des macrophages, qui vont venir phagocyter, on va le revoir, les attaquants, les arroser de corrosifs et les digérer. Et puis, ils vont avoir une mission exceptionnelle, c'est celle d'identifier l'attaquant, le découper et présenter sa signature protéique, ce qu'on appelle l'antigène à la surface. Et ça, la 3e réponse adaptative. Et ces 3 types de mécanismes sont extrêmement importants dans notre capacité de résistance à tous ces attaquants.
Si vous en êtes d'accord, Irène, on va développer un petit peu plus toutes ces barrières. Donc, bien sûr, les barrières, je l'ai déjà cité, c'est la peau, l'épithélium donc respiratoire, nasal, buccal. Hein. Tout le monde sait qu'on peut faire des infections, par exemple, autour des parodontopathies, avec toutes les conséquences qu'on a de perte de dents, etc. Et puis, les caries, tout ça, c'est infectieux, hein, on le rappelle. Et puis, au niveau du tube digestif, il n'y a pas que les gastroentérites. Hein. On a des millions de gastroentérites chaque année, chaque hiver, hein, et pendant les mauvaises saisons, par poussée. Mais il y a aussi, en bas bruit, si vous voulez, avec un déséquilibre de la flore. Vous savez qu'on a des milliards et des milliards de bactéries qui pèsent 2 kilos de notre corps, hein, la moitié des selles. Eh bien, la plupart sont amicales, heureusement, mais on a toujours des mauvais. Hein, c'est-à-dire, tout le monde a du staphylocoque doré, par exemple, mais on le tient tranquille, si vous voulez, par compétition. Hein, c'est-à-dire que les bonnes bactéries, elles consomment ce qu'on mange, elles empêchent les mauvaises de proliférer. Et donc, tout ça, c'est très, très important. Parce que si la muqueuse intestinale n'est pas intègre, ça va laisser passer des bactéries, c'est dangereux, ou des morceaux de bactéries, même ce qu'on appelle les endotoxines, et c'est extrêmement inflammatoire. Donc cette barrière est très importante. Ensuite, on a cette deuxième ligne de défense, on en a parlé, c'est les globules blancs, c'est les attaquants du front, hein, macrophages, qui viennent phagocyter, vous vous rappelez du terme, phagocyter les virus et les bactéries, les arroser d'eau de javel, d'eau oxygénée, que nos amis pharmaciens connaissent bien, et puis de radicaux libres, tout ça pour pouvoir les digérer. Et les morceaux de protéines de ces virus et de ces bactéries sont recyclés. Notre nature est très intelligente, hein, pour faire d'autres protéines qui nous seront utiles à nous. Mais elle sélectionne, et ça va être la troisième chose, c'est la spécificité, les fameux lymphocytes, CD4, que tout le monde connaît, hein, depuis le sida. Eh bien, ces CD4 sont extrêmement importants parce qu'ils vont venir récupérer à la surface des macrophages le message, l'identité, la signature. Alors, soit on a déjà une immunité dans les cellules mémoire et ça va permettre de fabriquer des anticorps spécifiques contre les attaquants, ou des cellules tueuses. Parce que quand un virus est dans une cellule, on ne peut plus faire entrer les anticorps. Donc, il faut tuer la cellule infectée et c'est le rôle des CD8 tueurs. Ça, c'est des réponses spécifiques, adaptatives, qui sont notre troisième ligne de défense. Merci, docteur Curtet. Barrière physique, réponse innée, réponse spécifique. Alors, les bases de la défense immunitaire sont bien posées. Je pense qu'il était vraiment important de les rappeler, d'autant que nous ne sommes pas tous égaux devant les attaques infectieuses. Et c'est ce que nous allons voir immédiatement. Absolument, Irène. Voilà. Si vous nous rejoignez, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en compagnie du docteur Curtet, pionnier de la nutrithérapie. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur l'outil conversation, le chat. Nous y répondrons tout à l'heure. Enfin, nous, le docteur Curtet y répondra tout à l'heure. Alors, docteur, pourquoi souffrons-nous d'attaques infectieuses ? Alors, on l'a tous remarqué, c'est quand on est crevé, on est fatigué, pof, on se la chope. Parce que tous les jours, on est en contact avec 400 espèces différentes de microbes et on ne tombe pas malade. Donc, si vous voulez, il faut des faiblesses. La première, c'est le manque d'énergie. Pourquoi ? Parce que rien n'est gratuit, malheureusement, dans notre monde. Il faut de l'énergie pour faire des anticorps, pour multiplier les globules blancs. Et si on manque d'énergie, tac, on n'a pas la force de se défendre. La deuxième, c'est le manque de nutriments essentiels. On va beaucoup insister là-dessus ce soir. C'est assez crucial parce que ça, c'est des outils justement que l'on peut contribuer à fournir aux personnes pour les renforcer. Hein. Il y en a beaucoup, mais bon, on va aller dans le détail. La tendance à l'inflammation, on a tous vu que malheureusement, la mortalité par Covid, c'est bien lié à l'inflammation. Hein. L'inflammation va épaissir les parois des cellules du poumon et on va plus pouvoir capter l'oxygène qui chute et on connaît le résultat. Et donc, c'est très important. On peut, par la nutrition, par un certain nombre de mesures et par des nutriments, avoir une meilleure défense anti-inflammatoire. Et puis, il y a ces autres facteurs de risque qu'on a déjà évoqués, la dysbiose, l'âge bien sûr. Hein. Une personne âgée perd du muscle, de l'os, mais aussi des globules blancs, fait moins d'anticorps avec l'âge, et a une mortalité 200 fois supérieure. Hein. La troisième cause de mortalité pour la personne âgée, c'est la pneumonie, après les cancers, les maladies cardiovasculaires, il ne faut pas l'oublier.
Le stress joue un rôle très important. Un Japonais a montré que la noradrénaline, le médiateur du stress, fait entrer du fer dans les cellules, et le fer peut être un proliférateur de virus et de bactéries. On va y revenir. Le manque de sommeil, parce que le jour, on s'agite, on a besoin d'énergie pour bouger, pour penser. Le cerveau ne pèse pas grand-chose, mais il pompe énormément d'énergie. Et donc, vous êtes en train d'en pomper en ce moment. Et donc, c'est la nuit que l'énergie est disponible pour fabriquer les anticorps, les globules blancs, se réparer, lutter contre l'inflammation. La pollution joue aussi un rôle très important. Quand on respire, eh bien, tous ces polluants enflamment la muqueuse. Ça peut passer même directement dans le cerveau. On a vu qu'il y a même de la neuroinflammation dans la Covid. Le surpoids et le diabète, dont on sait maintenant qu'ils sont inflammatoires et affaiblissent les défenses immunitaires. Donc l'inflammation, si vous me permettez, Irène, je vais développer un petit peu parce qu'on l'a vu, malheureusement, ça peut être mortel. Donc l'inflammation, c'est quoi? Eh bien, quand on est enrhumé, on a le nez rouge, chaud, qui coule, ça fait mal. C'est ça l'inflammation. Mais l'inflammation peut ne pas se voir autant. Mais c'est ça dont on souffre. On ne souffre pas du virus ou de la bactérie, on souffre des globules blancs qui sécrètent de l'eau de javel, de l'eau oxygénée. Cette eau de javel et oxygénée tue le globule blanc lui-même, ça fait le PU, ce qu'on appelle le pyocide, et enflamme les tissus autour. Alors cette inflammation peut être utile. Par exemple, la vasodilatation permet de laisser passer plus de globules blancs sur le front, mais en même temps, c'est de ça qu'on souffre et dont on peut même mourir. Donc c'est très important d'avoir la capacité de moduler cette inflammation. On va le voir. Donc les modulateurs, c'est une meilleure gestion du stress, puisque le fer en excès, le stress lui-même est inflammatoire. Une réduction de la pollution est une sorte d'irradiation externe inflammatoire. Une activité physique régulière et encore mieux dans la nature, un effet que les Américains et maintenant les scientifiques appellent greenness, qui est documenté. Un hôpital où il y a plus de verdure, les gens guérissent plus vite, mangent moins de médicaments et sortent plus vite de l'hôpital. C'est quand même fou. Bon. Donc la nature et un meilleur choix de lipides, par exemple les oméga 3, permettent de vulnérabiliser les virus qui ont une capsule lipidique, on l'a vu avec le SARS-CoV-2, ou les bactéries qui ont des membranes lipidiques. Si on mange du beurre et du fromage, c'est des graisses saturées, elles sont blindées, on ne peut pas les oxyder, on a beau sécréter de l'eau de javel, de l'oxygénée, elles ne bougent plus. Et donc, si vous voulez, ce choix des lipides, on ne s'en rend pas compte, c'est mal connu même des médecins et des pharmaciens, nos amis. Eh bien, il faut savoir que, surtout quand il y a des risques d'infection comme ça, le choix des lipides est très important, à commencer par une bonne huile comme l'huile de colza. Bon, là. Dominante végétale dans l'assiette, ça c'est un consensus mondial, je pense que tout le monde est au courant. Riche en polyphénol qui stimule ses défenses, en fibres qui sont bonnes pour la flore bien sûr. Et puis, donc, cette fameuse flore qui est très importante, puisqu'elle participe à la lutte contre l'inflammation. Donc, je pense que tout le monde est au courant de l'importance de la flore maintenant. On en a tellement parlé. Mais on ne trouve plus une maladie aujourd'hui où la dysbiose n'a pas un rôle. Jusqu'à l'Alzheimer, jusqu'à l'autisme. Donc, si vous voulez, être un bon jardinier de sa flore, en mangeant plus de végétaux, plus de fibres, c'est très important. Alors, cette dysbiose, comme je l'ai dit, maintenant la médecine a reconnu que c'est une dimension quasi universelle de toutes les pathologies. Il faut en tenir compte pour sa santé, pour la prévention de ces pathologies, y compris la dépression immunitaire. Donc bien nourrir sa flore, et ça dépend d'abord de nous. Ensuite, on peut se donner un coup de pouce, comme on va le voir, avec des probiotiques. Donc, d'ailleurs, on a pu objectiver, si vous voulez, que la prise de probiotiques régulière avait un impact économique et social absolument gigantesque. Regardez les chiffres. 14,6 millions d'euros en dépenses annuelles juste pour la France, et puis des millions de journées d'infection. Ça, si vous voulez, le simple fait de restaurer son microbiote a un impact considérable sur la capacité de résistance. Et je vais même ajouter encore un peu d'eau à votre moulin, vu que nous pourrions éviter près de 500 000 prescriptions d'antibiotiques et nous pourrions économiser 37,7 très précisément millions d'euros. Donc c'est un enjeu de santé publique, mais c'est un enjeu aussi économique. Bon, ça donne un petit peu le tournis. Vous m'avez chagriné quand même, docteur Curtet, avec le fromage. Mais tant pis. C'est culturel en France, le fromage, mais il faut en faire un aliment plaisir. Disons que, bon,
pour le calcium, on a d'autres solutions. À Alors, commencer par la vitamine D. Oui. D'accord, on va commencer par ça. J'ai presque envie de dire, vive le microbiote intestinal équilibré, d'après ce que vous venez de dire. Et Ah ça oui. tombe très très bien, parce que dans un instant, nous allons comprendre, comment il agit. À tout de suite. Docteur Curtet, vous êtes notre invité ce soir. Je rappelle pour les internautes qui nous rejoignent que vous êtes un pionnier de la nutrithérapie. Alors nous venons d'aborder les 3 lignes de défense. Vous venez de nous expliquer pourquoi nous souffrons d'attaques infectieuses. Alors heureusement, le microbiote intestinal équilibré soutient ces 3 lignes de défense. Mais dites-nous comment. Alors, d'abord, la barrière physique, si vous voulez. On l'a dit, même la peau est protégée par la flore, hein, parce qu'il y a un film lipidique avec une flore qui est très importante. D'ailleurs, les dermatologues aujourd'hui conseillent de ne plus trop se savonner de manière excessive, y compris les bébés, parce que ça a des impacts négatifs. Mais les douches vaginales répétées, les bains de bouche excessifs détruisent la flore. Et surtout, évidemment, au niveau digestif, c'est extrêmement important, parce que, si vous voulez, le passage de bactéries peut être facilité donc, par une dilatation excessive des pores. Bon, aujourd'hui, il y a même un chercheur italien qui a montré que le gluten, on en parle beaucoup, hein, fait cet effet avec ce qu'on appelle la zonuline, qui est une endotoxine proche du choléra, et donc il y a cet effet négatif. Alors, ensuite, le microbiote est très important pour la réponse non spécifique, parce qu'ils impactent l'activité des macrophages, hein, les soldats du front qui viennent nous défendre. Et ils modulent aussi des messagers inflammatoires qu'on appelle les cytokines, dont on a tous entendu parler malheureusement autour de la Covid, hein, puisque tempête de cytokines, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et puis pour l'adaptation aussi spécifique pour la production d'anticorps et des fameux lymphocytes TCD4 qui identifient les attaquants précisément avec leur signature, qui peuvent réveiller l'immunité qu'on a déjà ou contribuer à en fabriquer une nouvelle. D'accord ? Eh bien, le microbiote joue aussi un rôle adjuvant. Alors c'est un schéma impactant, dense. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, soyez sans crainte. Ce webinaire sera disponible en replay. Docteur, beaucoup de patients au comptoir des pharmacies se demandent comment ne pas s'enrhumer cet hiver. Quelles vitamines prendre, quels minéraux On se retrouve un instant pour mieux comprendre donc les actions de ces vitamines et de ces minéraux avec vous. Docteur Curtet, comme plusieurs millions, j'ai presque envie de dire, de patients qui franchissent la porte d'une pharmacie, moi je me pose la même question. À mon pharmacien, je vais le voir et je lui dis, mais à quoi sert le zinc? Comment agit la vitamine D, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider, nous aider à y voir plus clair? Alors en effet, les 3 lignes de défense dépendent d'opérations complexes qui sont catalysées par ce qu'on appelle des coenzymes, et ces coenzymes sont des vitamines et des minéraux. Voilà. Par exemple, le zinc est indispensable pour fabriquer de nouvelles cellules. Il y a une photocopieuse de l'ADN qui est catalysée par le zinc, et sans elle, on ne peut pas faire de cellules. Donc, si vous voulez, tous les 7 jours, on renouvelle tout notre intestin. Donc, on est une fabrique en permanence, on fabrique des millions et des millions de cellules. Ça dépend du zinc. On verra que c'est pareil pour les anticorps. Dans la réponse spécifique, on ne peut pas faire de protéines sans zinc. Donc, si on prend n'importe quelle de ces 3 lignes, ils dépendent de minéraux et de vitamines pour leur bon fonctionnement. Donc, on va mettre en avant, par exemple, la vitamine D. La vitamine D, il y a énormément de publications là-dessus qui montrent que la vitamine D est indispensable pour différencier les globules blancs. Les globules blancs viennent d'une cellule originelle dans la moelle osseuse, comme toutes les cellules sanguines, mais après, il y en a des tas de populations. On a parlé des macrophages, lymphocytes CD4, CD8, suppresseurs, tout ça. Pour qu'ils soient différenciés et que ce système fonctionne, il faut que la vitamine D intervienne pour les spécialiser. D'accord ? La vitamine D crée des peptides antibactériens. On l'appelle co-antibiotique. Donc, si vous voulez, le sélénium joue un rôle dans l'inflammation, donc de la barrière physique, du fait que les globules blancs, s'ils génèrent trop de corrosifs, ils vont s'autodétruire. Donc tout ça est modulé par l'ensemble de ces vitamines et de ces minéraux, et qui on va voir plus dans le détail. Donc, cette vitamine D, je l'ai déjà mentionné, si vous voulez, donc
au-delà de la spécialisation, elle est très importante pour créer de véritables co-antibiotiques. C'est des peptides qui attaquent directement les bactéries et elle soutient aussi donc indirectement les réponses spécifiques, puisque ce sont des globules blancs particuliers qui fabriquent les anticorps et ils ne peuvent pas émerger sans vitamine D. Ensuite, on a le fer. Donc le fer agit à plusieurs endroits. Bon, si on en manque, on est fatigué, donc on l'a dit, la fatigue, d'accord. Et puis par ailleurs, les macrophages, les soldats du front, utilisent le fer pour catalyser la fabrication de radicaux libres qui sont comme des cartouches. Au bout de 24 heures de rhume, on a un taux scorbutique de vitamine C dans les globules blancs. Et le fer et le cuivre utilisent la vitamine C paradoxalement comme pro-oxydant pour fabriquer ces cartouches. Donc c'est un travail aussi de collaboration. On verra à la fin que tout ça s'intègre. Les minéraux, les vitamines, les probiotiques, tout ça, ça marche ensemble. Alors, la vitamine C, donc, elle joue un rôle double, elle a une double casquette. Antioxydant en présence de vitamine E, de caroténoïdes, de sélénium, pour protéger les globules blancs de l'autodestruction par les substances corrosives, de l'inflammation, anti-inflammatoire, et par contre, donc, pro-oxydant en présence de fer et de cuivre à l'intérieur des globules blancs. Et le zinc, donc, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, on ne peut pas faire d'anticorps qui sont des protéines sans zinc. Bon, on ne peut pas multiplier les globules blancs sans zinc. C'est le zinc est, je dirais, le minéral le plus important dans l'immunité. Ensuite, on a des vitamines B. La plus importante, c'est la B6 pour la fabrication des anticorps. Mais toutes les B sont importantes. B1, B2, B3, par exemple, pour l'énergie. Sans énergie, on l'a vu. Donc, voilà. La vitamine A est aussi importante, bien sûr, tout le monde le sait, pour la cicatrisation, donc pour les muqueuses, pour la multiplication des cellules avec le zinc. A et zinc marchent ensemble, mais aussi B9 et B12, qui sont nécessaires pour faire les acides nucléiques qui permettent de dupliquer les cellules. Sans ADN, il n'y a pas de cellules. Tout tourne autour de l'ADN. Et l'ADN, c'est composé d'acides nucléiques qui viennent de l'action de la B9 et de la B12. Et la vitamine A est indispensable à la fabrication aussi des anticorps. Donc en fait, beaucoup de ces minéraux et de ces vitamines ont plusieurs casquettes. Notre organisme est complexe. Et on va revenir sur le rôle effectivement de ces vitamines et de ces minéraux. Il y a énormément de questions qui arrivent sur ce thème. Vous venez de le dire, docteur Curtet, le zinc est nécessaire à la production des anticorps, y compris d'ailleurs en cas de vaccination. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, elle est d'actualité. Je suis vaccinée contre la Covid-19 et imaginons que je sois carencée en zinc. Est-ce que je vais avoir moins d'anticorps qu'une autre personne vaccinée comme moi, mais qui ne serait pas carencée, elle ? Alors là, malheureusement, oui. Et puis malheureusement, ce n'est pas dans l'imagination non plus, parce que si on regarde les études gouvernementales, si vous voulez, c'est 80% de la population qui n'a pas les apports requis en zinc de 15 mg. Il est de moins bien absorbé avec l'âge, excusez-moi. Et donc les seniors, on peut dire que statistiquement, une personne de plus de 60 ans manque forcément de zinc si elle n'a pas de complément. Et sans ce zinc, on ne peut pas avoir un taux d'anticorps optimisé. C'est démontré par des tas d'études. Donc, si vous voulez, il y a un petit problème. Je pense que la Covid pourrait être quand même l'occasion d'accompagner la population à mieux manger, à mieux gérer son stress, à optimiser son sommeil et aussi à corriger des déficits qui ont un rôle très important. Il y a des agences de santé publique, fort heureusement, qui ont souligné qu'il était essentiel de corriger le manque de vitamine D et de zinc pour bien lutter contre la Covid. Et vous, chers pharmaciens, vous allez pouvoir relayer ces informations et accompagner au mieux votre patientèle. Alors avant de passer à la dernière partie de ce webinaire, en complément de tout ce que vous avez déjà présenté ce soir, j'ajoute que vous êtes l'auteur de l'ouvrage qui s'intitule « L'immunonutrition, manuel familial de résistance aux infections » et c'est aux éditions AC. Sans plus attendre, passons à la dernière partie de notre webinaire, l'effet synergique des compléments minéraux vitaminiques et des probiotiques.
Alors, je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais du zinc. Eh bien, nous allons l'évoquer de nouveau avec un exemple de synergie avec lui, donc enfin entre lui, le zinc, et les vitamines C et E. Docteur, expliquez-nous. Oui, alors, les trois lignes sont très importantes. Donc, on a vu que sans zinc, malheureusement, on ne fait pas un renouvellement des cellules suffisant, que ce soit pour la peau, la muqueuse nasale ou digestive. C'est le même cirque. Il n'y a que quelques aires du cerveau et du cœur qui ne se renouvellent pas. Tous les autres se renouvellent tout le temps. Donc, on en dépend. Et on l'a dit, la vitamine C est très importante pour des tas de raisons. Déjà, même dans les barrières, parce que toutes ces barrières sont soutenues par du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est du collagène. Sans hydroxylation, il n'y a pas de collagène. Il faut de l'hydroxyproline qui dépend de la vitamine C. Donc, c'est un peu de la biochimie, mais bon, vous êtes pharmacien, donc je pense que ça vous parle. Alors, nos amis derrière l'écran, effectivement, le sont. Et eux ont fait beaucoup de biochimie. Et non seulement ça leur parle, ça leur rappelle des souvenirs. J'espère. Voilà, l'hydroxyproline, c'est spécifique du collagène. Il n'y a que le collagène, qui est quand même notre protéine la plus importante. 25% de notre corps de protéines, c'est du collagène. Et donc, elle a besoin de vitamine C pour l'hydroxylation. Par ailleurs, la vitamine C, on l'a vu, elle joue un rôle très important chez les macrophages qui font toutes leurs cartouches grâce à ça. Et ensuite, pour l'immunité spécifique. Bon, le zinc, on l'a vu aussi. Donc, si vous voulez, c'est un travail de collaboration. Imaginez une voiture sur une chaîne de montage. Il y a combien de milliers de pièces? Il y en a des milliers. Et nous, on est beaucoup plus complexe. S'il manque le volant, les roues ou l'embrayage, ça ne va pas marcher. Et bien nous, c'est pareil. On a besoin de l'ensemble de ces minéraux, de ces vitamines, d'une bonne flore pour bien fonctionner. Et parce qu'on est beaucoup plus complexe qu'une voiture, je peux vous le dire. On a plus de 100 000 milliards de cellules et chacune a plus de molécules qu'une galaxie. Donc, vous voyez un petit peu le tableau. Alors, on a objectivé par des études cette synergie, comme vous le voyez, une complémentation minéraux-vitaminique avec des probiotiques, une étude de De Vries en 2005, montre l'augmentation des cellules tueuses par 3 grâce aux probiotiques, aux vitamines, aux minéraux, et les CD4, donc, qui vont être à l'origine de l'immunité spécifique, multipliée par 4 avec cette supplémentation. Voilà, ça objective ce résultat avec donc une durée des épisodes d'infection réduite de manière significative. Donc en conclusion, on a vu les probiotiques qui renforcent la bonne flore, son effet aussi anti-inflammatoire qui est très important, parce que sinon il n'y a pas assez de mucus. Et quand le tube digestif n'est pas enrobé de mucus, ça laisse passer des tas de choses. En plus, il y a une vasodilatation. On a parlé de l'azoline. Ensuite, ils augmentent l'activité des attaquants du front, nos fameux macrophages. Et ils contribuent aussi, comme adjuvants, à la réponse spécifique avec, vous le voyez sur la droite, la collaboration de très nombreux vitamines et minéraux, où chaque fois pratiquement on retrouve le zinc. On a vu le faire avec ces cartouches pour détruire les virus et les attaquants. Donc voilà, c'est un petit peu technique, mais tous ces minéraux et toutes ces vitamines, avec les probiotiques, jouent un rôle très important, synergique, en famille, comme dans toute machine, la voiture, mais nous, on est plus complexe que toute machine, en fait, et à ces 3 niveaux. Voilà. Et je rappelle, docteur Curtet, l'étude que vous venez de citer, celle de Michael De Vries, qui est de 2005. Nos pharmaciens, je suis sûre que vont y faire référence et vont chercher et peut-être même la lire s'ils ont le temps. Merci, docteur Curtet, pour cette synthèse. Je rappelle que la présentation sera disponible sur le site du Moniteur des pharmacies. Passons désormais aux questions, très nombreuses par ailleurs. Merci, vous avez été très réactifs et vous l'êtes toujours parce que je vois que ça continue d'arriver ici sur l'écran que j'ai à ma droite et que je vais déplacer. Alors, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Je vais essayer de les regrouper. Delphine vous pose la question suivante, docteur Curtet. Comment savoir quels probiotiques doivent être pris en supplémentation d'une alimentation équilibrée? Alors, l'alimentation équilibrée, malheureusement, ça ne suffit pas. C'est un vieux truc, l'alimentation équilibrée des nutritionnistes qui n'a jamais fonctionné. Les 5 fruits et légumes, tout ça?
c'est pas ça une alimentation équilibrée. C'est vraiment une dominante végétale dans l'assiette avec des produits riches en polyphénols. Hein. Tout le monde a entendu parler de l'importance du thé vert, du curcuma. C'est des déclencheurs de nos réponses. Hein, immunitaires, anti-inflammatoires, antitoxiques, etc. C'est grâce à ça que les plantes survivent. Une plante, elle ne peut pas courir pour échapper aux polluants, à l'inflammation, aux infections. Et donc, elle a un système de survie qui s'appelle l'hormésis en grec. Hein, c'est la multiplication des mitochondries, des centrales énergétiques, l'immunité, l'anti-inflammation, l'antitoxique, la réparation de l'ADN, l'évacuation des protéines pathogènes, que nous avons aussi, puisque nous partageons dans l'évolution une partie avec ces plantes. Et quand on consomme des polyphénols, eh bien, ça déclenche toutes ces réponses. Donc, vous voyez l'importance. L'alimentation équilibrée, c'est un vieux truc. Donc, si vous voulez, il faut être plus précis que ça et conseiller plutôt une alimentation riche en végétaux. Les gens qui ont besoin de fer, les femmes enceintes et les enfants en forte croissance ou les adultes en forte croissance, peuvent manger de la viande à midi. Les autres n'en ont pas vraiment besoin. Hein, on a des hommes qui n'ont pas de règles et qui consomment beaucoup trop de viande. Ça leur raccourcit la vie de 7 ans en moyenne. Bon, donc, si vous voulez, il faut aussi faire des choix un peu plus judicieux. Des femmes ménopausées pareil, doivent être comme moins les hommes. enclines à manger de la viande, peut-être. Absolument, parce qu'elles n'ont plus de règles et donc ça accélère leur vitesse de vieillissement et leur inflammation. Alors je continue. Est-ce une question de Nicole, une supplémentation en spiruline suffit-elle à combler les apports de minéraux et vitamines? Alors certainement associés pas. à des probiotiques, hein, bien Oui. sûr. Alors déjà la spiruline pose un gros problème. C'est des microalgues, donc c'est énormément de cellules, et ça augmente l'acide urique, parce que dans chaque cellule, il y a de l'ADN. Donc on a voulu donner la spiruline à des enfants mal nourris dans des pays en voie de développement, on est obligé de se calmer beaucoup, parce que ça crée des problèmes. Deuxièmement, on a fait des tests d'analyse, et il y a beaucoup de spiruline, et même de chlorella, qui a une réputation d'antitoxique, qui sont bourrés de métaux lourds. Donc si vous voulez, et par ailleurs, c'est pas du tout nutritif. Le fer de la spiruline n'est absolument pas absorbé, comme tous les fers végétaux. Donc si vous voulez... Malheureusement, ce n'est pas hyper intéressant, la spiruline. D'accord, donc là, vous déconstruisez tout un mythe, en fait. Je crois qu'il y a eu beaucoup de marketing sur la spiruline et la chlorella, malheureusement. Il y a des choses plus urgentes à faire, hein, corriger son zinc, la vitamine D, il y a des dizaines de milliers d'études là-dessus. Il faut établir des priorités. Non, mais merci pour clarifier, effectivement, ce point très important. Zoé vous demande que choisir entre les probiotiques et les ultralevures pour refaire la flore. Alors, l'ultralevure, c'est de la levure de bière, Saccharomyces. Ce n'est pas vraiment un saprophyte de l'intestin. Donc, si vous voulez, de toute façon, tous les probiotiques ont une durée de vie très courte. Hein, parce que ce qui compte, c'est ce qu'ils vont manger. Il faut bien comprendre que les bactéries qui sont dans le côlon, elles mangent avant nous. Hein. Donc, c'est nous qui les nourrissons. Et on peut être le bon jardinier de sa flore ou le mauvais. Alors, mauvais, c'est manger trop de sucre rapide, de graisses saturées, de produits industriels, d'additifs. Ne regardez pas comme tout ça. Bon, mais voilà. Quand vous parlez de sucre. Et par contre, les soutiens, c'est plus de fibres, hein, qui ne sont pas digérées par notre tube digestif, mais les bactéries savent les digérer, plus de polyphénols. Les oméga 3, le zinc favorise la prolifération des bonnes bactéries. Donc, c'est assez simple. On va revenir sur quelque chose dont vous avez parlé sur la thématique inflammatoire, et c'est Delphine qui vous pose la question. Pouvez-vous préciser pourquoi et comment le surpoids est inflammatoire ? Alors ça, c'est une question très intéressante. C'est une des grandes percées de ces dernières décennies dans la médecine, parce que le surpoids, on savait que maintenant en Europe, il y a plus de gens en surpoids que de gens pas en surpoids. Quand j'étais justement à l'Université de Californie à Los Angeles, je pensais que jamais ça pourrait arriver en France. Et pourtant, déjà, sur ces côtes-là, c'est moins grave que dans le Midwest, mais c'est arrivé. Hein. Donc, le surpoids, en fait, les globules blancs, ils sont conçus pour attaquer tout ce qui est alien, tout ce qui est anormal. Et l'accumulation de tissu gras est considérée comme un tissu anormal, infiltré par des globules blancs. Et ceci d'autant plus, si vous voulez, qu'on est pollué. Et tout ce qui est polluant liposoluble, hein, tout le monde a entendu parler des perturbateurs endocriniens, des microplastiques. Oui. Maintenant, on bouffe des cartes de crédit chaque mois entre les produits de la mer, l'eau du robinet, l'eau en bouteille plastique, pire encore, de 30 à 930 microplastiques par litre d'eau en bouteille plastique. Bon, sans compter que, évidemment, les désastres sur l'environnement. Si on fait une autopsie d'une personne, toutes ont des microplastiques dans tous les organes, y compris le placenta des femmes enceintes. Ça devient affolant. D'autant plus que ces microplastiques concentrent des perturbateurs endocriniens, des colorants, des métaux lourds, et même parfois des bactéries. Donc, si vous voulez, on a vraiment un énorme problème avec ça.
Et voilà, il faut vraiment... c'est une question de survie, hein, parce que tout chute, la fertilité, la résistance aux infections. Tout le monde l'a souligné, si vous voulez, que la Covid, ce n'est pas une pandémie, c'est une syndémie. Hein, c'est un terme inventé par les scientifiques pour dire que tout le monde ne tombe pas malade, c'est ceux qui sont affaiblis. Hein, c'est de quoi on parle. J'ose pas dire que vous avez plombé l'ambiance, mais grâce à vous, effectivement, on va prendre les bonnes mesures qui s'imposent. Il y a beaucoup de bon sens dans ce que vous dites. Et puis, effectivement, il y a des connaissances en biochimie et il y a des informations que nous n'avons pas et qui ne s'apprennent pas forcément à l'école, sauf pour, effectivement, dommage, ceux qui font certaines études scientifiques. Besoin, je continue là, à faire le tour. Il y a des questions qui se ressemblent. Marie-Jo demande, est-ce que vous avez des souches particulières à conseiller? Faut-il régulièrement changer de probiotique? Alors, ce que je l'ai expliqué, ce qui compte, c'est l'alimentation long terme. Parce que le probiotique, c'est un coup de pouce bien utile, mais transitoire. Si on continue à manger n'importe quoi, eh bien, on va réinviter les mauvaises bactéries et recréer une dysbiose. Donc, si vous voulez, les probiotiques, c'est un coup de pouce, mais derrière, il faut nourrir correctement ces bactéries amicales. Et on l'a dit, dominantes végétales, fibres, polyphénols, oméga 3, éviter les sucres rapides, les graisses saturées, les additifs des produits industriels. Paul souhaite revenir sur ce qu'on a dit concernant la vaccination. Les personnes vaccinées ont-elles besoin de booster leur système immunitaire par les compléments alimentaires en prévention et après la vaccination? Alors, en prévention, vous l'avez abordé, hein, mais on peut revenir dessus. Déjà en prévention, parce que, comme on l'a dit, si vous voulez, par exemple, si on manque de zinc, on ne va pas pouvoir faire monter le taux d'anticorps de manière optimale, loin de là. Et donc, c'est hasardeux. Ce n'est pas seulement pour le vaccin contre la Covid, mais pour la grippe, pour tous les vaccins sont concernés. On est dans la biochimie de base, d'accord? Donc, si vous voulez, c'est une aberration du technoréductionnisme, je dirais, politique, c'est d'oublier que, bon, vacciner, d'accord, mais il faut que le vaccin ait les moyens d'agir. Et pour ça, les cellules, c'est des cellules qui font les anticorps. Ces cellules, elles ont besoin d'outils, à commencer par le zinc, la vitamine D, etc. Sinon, ça ne va pas marcher. Paul, la réponse est un grand oui, même 2 fois oui. Sarah demande, lors de la phase aiguë d'une infection, alors elle pense au rhume, à la grippe ou à une bronchite, est-ce qu'il est conseillé de prendre des vitamines? Lesquelles? Est-ce que c'est de la vitamine C seulement, ce qu'elle a l'air de dire, ou mieux, vaut-il mieux, est-ce qu'il faut attendre la fin des symptômes? Alors, fait, à quel moment, quoi? Excellente question. Bon, le type de complexe dont on vient de parler est surtout préventif. En cas d'infection, c'est un peu plus délicat. Ah. Pourquoi? Parce que le fer est aussi un facteur, il est nécessaire pour se défendre, on l'a vu, hein, à plusieurs niveaux, énergie, pour faire des corrosifs indispensables. Mais le fer est un facteur de croissance des virus, des bactéries, etc. Donc, si vous voulez, pendant une infection, il vaut mieux pas prendre de fer. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le zinc est antiviral, bon, très bien, mais si on a une infection bactérienne, c'est les bactéries qui ont inventé le zinc. Elles utilisent pour se dupliquer toutes les 20 minutes en copiant leur ADN avec du zinc. Donc, il ne faut pas prendre pendant une infection bactérienne ou même virale nez-gorge-oreille parce que le risque de surinfection bactérienne est important. Par contre, dans la Covid, la fréquence de surinfection bactérienne est rare. C'est autour de 9 à 13% selon les études. On ne peut pas priver les gens qui sont touchés par la SARS-CoV-2 de zinc sous prétexte que, donc si vous voulez, sauf s'ils ont une surinfection bactérienne, il ne vaut mieux pas. Voilà. Donc il y a quand même des choses techniques. Hein. Pour ceux que ça intéresse, vous avez tout ça dans les ouvrages que vous avez cités, l'immunonutrition, les bases. Il y a des études là-dessus. Voilà, ça implique en pratique des conseils calibrés, et c'est ça le métier de pharmacien aussi, hein, c'est de dire quand il faut. Avant le vaccin, en prévention, pour se renforcer, mais pendant, il faut être un peu plus précautionneux. Par rapport à la vitamine C, est-ce qu'elle suffit? La vitamine C, oui. Alors non, suffit, non. Non, on l'a dit, on est plus qu'une voiture complexe. Donc, si vous voulez, la vitamine C joue un rôle, en particulier en réduisant le glutathion, qui est l'allumeur des globules blancs. Le glutathion, c'est une molécule antitoxique, mais qui est aussi l'allumeur des globules blancs. Et pour ça, la vitamine C est très utile. En plus, on l'a dit, vous vous rappelez, après 24 heures de rhume, on a un taux scorbutique de vitamine C parce qu'on l'a utilisé pour faire des cartouches. Donc, il faut justement en prendre. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Et pour faire des anticorps, il faut du zinc, etc. On l'a dit. Tout ce qu'on vient de dire est valable avec les précautions
par rapport au fer pendant une infection, quelle qu'elle soit, et par rapport au zinc par rapport à une infection bactérienne. Merci pour Sarah pour cette réponse complète. Une question, voire même deux, de Christian. Alors, elle est je crois qu'il attend vraiment une réponse très précise. Les probiotiques Lactobacillus et Bifidobacterium, donc bactéries en anaérobie, que je ne me trompe pas, jouent entre autres le rôle de barrière vis-à-vis d'autres bactéries, sauf le Clostridium difficile. Pourquoi ? Alors, le Clostridium difficile, c'est une infection très grave, qui donne des selles glaireuses blanches, etc. On peut en mourir facilement. Et il n'y a qu'un seul truc qui marche, c'est la transplantation fécale. Mais alors, elle marche très très bien. Et on ne peut plus donner d'antibiotiques, puisque c'est en fait les antibiotiques qui créent l'infection à Clostridium, parce qu'ils ont tout bousillé la flore. Donc, tout le monde le sait maintenant. Chaque fois qu'on a vraiment besoin d'antibiotiques, il faut prendre des probiotiques pour combattre cet effet, parce que, comme le dit Christian, les bonnes bactéries ont des effets contrabiotiques. Par compétition, ils empêchent la prolifération des bons. Alors, si les antibiotiques ont décapité toute la flore, et ben, Clostridium, voilà, il explose. Il n'y a plus que la transplantation fécale pour sauver les gens. D'accord. Il pose la même question, idem, de l'inefficacité contre les toxines. Là aussi, pourquoi ? Alors, les toxines, attention, toxines, c'est un terme très vague. Il y a les endotoxines, c'est des morceaux de bactéries. Par exemple, quand on mange des viandes, 89% des viandes testées à l'abattoir qui sont polluées par des virus et des bactéries. Et le pire, c'est le poulet. Toutes les viandes en batterie, si vous voulez, tous les animaux sont tassés les uns contre les autres. C'est déjà moins grave pour les animaux qui vivent en plein air. Or, on lui dit, oui, mais c'est pas grave, on va cuire les viandes. Oui, mais cuites, elles sont tuées et ça fait plein d'endotoxines qui ont des effets inflammatoires absolument majeurs. Donc, si vous voulez, ça ne résout pas le problème. Donc, ces endotoxines sont très importantes. Il faut avoir une bonne barrière digestive, bien nourrir sa flore, être un bon jardinier de sa flore. Je me répète, mais c'est quelque chose qui est parlant. Images, jardinier de sa flore. Être un bon jardinier de sa flore, c'est extrêmement important parce que ça permet de faire du mucus. Il y a une bactérie qui un jour les pharmaciens vendront, qui s'appelle Akkermansia mucinifila. Pour le moment, elle n'est pas encore sur le marché parce qu'il y a des problèmes de réglementation. Mais comme son nom l'indique, Akkermansia mucinifila, elle fait beaucoup de mucus. Et donc, elle fait un coating, une protection très efficace. Et comme par hasard, dans le surpoids, les gens en manquent énormément. C'est noté. Et merci pour Christian d'avoir répondu aussi précisément à sa question. Je continue à balayer les questions. Avez-vous des souches particulières à conseiller? Non, ça vous l'avez répondu. Je regarde un petit peu ce qui tombe sur la phase aiguë, etc. J'ai envie de faire une petite parenthèse, docteur Curtet. Vous, qui êtes spécialiste, qui êtes un excellent jardinier de la flore, j'en suis sûre, vous avez quand même des péchés mignons. Écoutez, je dirais le vin rouge, par exemple. Mais bon, à dose modérée, les études sont plutôt positives. Mais si vous voulez, il ne s'agit pas de ne pas se faire plaisir. Il y a des bonnes choses dans tout. Donc, par contre, ce que je conseille toujours, il ne s'agit pas d'être intolérant, mais il faut distinguer des aliments santé à consommer en quantité tous les jours et des aliments plaisir à déguster. On parlait du fromage tout à l'heure. Voilà, déguster une petite lichette de fromage de chèvre avec un bon verre de vin rouge, je pense que c'est parfait, si on n'est pas intolérant, mais bon, en général, voilà. Mais par contre, il faut distinguer aliments santé et aliments plaisir. C'est deux concepts différents. Est-ce que je peux manger un morceau de fromage tous les soirs? Non, je ne vous le conseille pas du tout. Déjà, on ne conseille aucune protéine animale le soir. Le pire, c'est la viande. Si on a besoin de viande parce qu'on est femme enceinte ou pour le faire, il faut la manger à midi. À midi, pas cramée, de bêtes élevées en plein air et pas en batterie. Ça, c'est sûr et certain. On a toutes les études qu'il faut là-dessus. La nuit, c'est le moment où on se répare, où l'inflammation chute. D'accord ? Si on mange de la viande le soir, on a exactement l'effet inverse. Et vous voyez ce que ça peut donner à long terme. Décidément, avec le fromage, je n'ai pas de chance avec vous, docteur Curtet. Frédéric demande... et si on faisait une cure de multivitamines? Parce qu'il y a énormément de patients qui vont venir au comptoir en disant « Bon, allez, j'ai besoin de multivitamines, moi je me prépare pour l'hiver, je vais être au taquet. » Mais du coup, à quelle fréquence? Est-ce que c'est bien de la faire maintenant? Alors, c'est vrai que c'est plus utile l'hiver, parce que l'été, on a plus de vitamine D au soleil, parce que l'été, on est plus dehors, parce qu'on est moins tassé, qu'il y a moins de pollution, qu'il y a moins de stress. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'à la rentrée,
c'est vraiment la meilleure période pour se renforcer. Tout le monde le sait, hein, c'est là qu'il y a le plus d'infections pour des tas de raisons. Donc, bon. Après, il y a techniquement un certain nombre de nutriments qui ne sont jamais assez apportés au jour le jour. On a parlé de la vitamine D ou du zinc pour les personnes âgées. La vitamine D, on l'utilisait contre le rachitisme hein, quand j'étais étudiant en médecine. Maintenant, c'est tout le monde, on le sait. Et 80% des Français sont déficients l'hiver. Bon, donc, si vous voulez, on a changé d'optique. En plus, les taux optimaux sont supérieurs aux taux anciens. Donc, si vous voulez, il y a à distinguer, ça vous le retrouvez dans les livres, les cours, etc., de nutrithérapie. Vous aviez évoqué celui qu'on fait, maintenant on le fait online à partir de l'Université de Namur, le CFNA. Ceux qui veulent creuser la question, on a 2 jours par exemple sur l'immunité. Bon, ils peuvent faire ça chez eux, tranquille à leur rythme. Et on décrit tout ça dans le détail avec les études, les effets secondaires, le suivi, bon, pour les personnes les plus motivées. Alors, je vais vous poser une question sur les dosages. Je vais réunir tout un tas de questions, dont celle de Laurent, qui demande quelles sont les doses des compléments alimentaires boostant l'immunité à conseiller aux malades. Parce que, suivant l'âge, vous l'avez dit, suivant le sexe, on n'a pas besoin effectivement des mêmes apports. Les maladies chroniques ou non. Comment est-ce qu'on va pouvoir doser? C'est bien de conseiller, mais encore faut-il... C'est une question qui représente des journées en fait, d'études, parce que, si vous voulez, vous vous rendez compte du nombre de cas différents. Bien sûr. À la naissance, la vitamine K est obligatoire contre la maladie hémorragique. La vitamine D maintenant à tous les âges, mais à des doses différentes, bien sûr. Bon, si vous voulez, c'est quasiment un sujet entier de cycle. Quoi. Bon, oui, j'avais envie de vous titiller. C'est pas possible de répondre dans le détail à toutes ces Bien questions. Sûr. Mais est-ce qu'on peut prendre un exemple? La personne qui pose cette question a tout à fait raison. Si vous voulez, chaque personne est différente en fait, a une génétique différente. Bon, une femme et un homme n'ont pas les mêmes besoins. On l'a vu surtout avant la ménopause. Et un ado en forte croissance, par exemple, doit recevoir de la vitamine D toute l'année parce qu'il prend 15 cm. Donc, si vous voulez, il a besoin qu'on soutienne sa croissance osseuse et même son immunité, parce que ça lui prend beaucoup d'énergie de faire tout ça. Donc, si vous voulez, c'est une question énorme. Hein. Là, je ne peux pas répondre dans le détail pour tout, mais de toute évidence, il y a des conseils généraux pour la population, il y a des conseils par catégorie, et après, on peut encore affiner en personnalisant plus en fonction des maladies, de l'inflammation. Une personne qui fait plus de 100 kg a besoin de plus, si vous voulez, par exemple, de magnésium qu'une personne qui fait 60 kg. Bon, c'est tout ça, évidemment. Alors merci, même si je vous ai titillé, merci de ne pas avoir botté en touche. Une question de Claire. Est-ce qu'il existe des produits spécifiques pour protéger les voies respiratoires l'hiver? Absolument, absolument. Les 2 premières protections des bronches, c'est la vitamine C et le glutathion. Vous faites une aspiration du liquide bronchique d'un asthmatique, il n'a plus rien. Donc il est complètement à vif de la pollution. Il a une muqueuse inflammatoire qui est vulnérable aux bronchites chroniques et on sait ce que ça donne. Bon, voilà. Mais c'est pas. Là, je parle de l'asthmatique pour accuser le trait, mais c'est le cas de tout le monde. On est tous pollués. La pollution aérienne tue, selon les études en France, de 48 000 à 67 000 personnes précocement. Et là, on ne parle pas des maladies, puisque maintenant on sait que ces polluants passent dans le sang, font de l'inflammation, font de l'hypertension parce qu'empêchent les cellules endothéliales de faire de l'oxyde nitrique un vasodilatateur, font du diabète parce qu'elles oxydent le récepteur à l'insuline. Bon, c'est incroyable. L'Alzheimer, je viens d'écrire un livre sur l'Alzheimer. Vous n'aurez pas Alzheimer. La pollution aérienne passe directement dans le bulbe olfactif, dans le cerveau, crée une neuroinflammation, détruit des neurones. Les cocaïnes connaissent ça. Ça va directement dans le cerveau. Donc, si vous voulez, on ne se rend pas compte jusqu'à quel point, aujourd'hui, donc tout le monde a intérêt à, je pense malheureusement, on est supplémenté tous les jours par l'air, par l'eau, par les aliments, par les transports, par les polluants, par le travail, par des polluants. On a besoin de lutter. Alors effectivement, il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien, en tout cas qui ne sont pas de notre ressort. Mais là, vous nous avez déjà donné pas mal de conseils pour essayer de rectifier la situation. Je continue avec mes questions. Une question d'Azadé. Est-ce que les probiotiques ont besoin d'être nourris par les vitamines et minéraux? Alors oui, les probiotiques, c'est des bactéries, donc si vous voulez, ou des levures, mais elles ont besoin, on l'a dit, du zinc pour se multiplier. Mais surtout qu'elles mangent avant déjà, nous. Oui, voilà. Donc si vous voulez, elles utilisent des calories, les fibres, que nous n'utilisons pas, c'est des glucides complexes, des oligosaccharides, l'inuline. Par exemple, on a des aliments très riches.
la betterave, l'artichaut, bon, voilà. C'est vraiment bourré d'oligosaccharides qui sont nutritifs pour la flore. Donc, bien sûr, cette flore, elle se nourrit, elle est vivante. Vitamines, minéraux et on l'a dit, le zinc, les oméga 3, les polyphénols favorisent la bonne flore, alors que voilà, les sucres rapides ou le fer peuvent avoir l'effet inverse. Oui. J'actualise toujours mes questions qui sont nombreuses. Merci d'être aussi réactif. Ah oui, beaucoup de questions. Une question de Lucie. Y a-t-il un effet synergique entre les vitamines, minéraux et probiotiques? Alors, effectivement, c'était dans ce webinaire. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, alors tout à fait, parce que quand on a une dysbiose, qui est malheureusement le cas de la majeure partie des gens qui mangent mal, qui sont pollués, qui sont stressés, et même le stress a un impact sur la flore. Eh bien, si vous voulez, ça crée d'abord plus de place pour les pathogènes, puisque c'est les bonnes bactéries amicales qui, par compétition, empêchent la prolifération des mauvaises. Les bactéries communiquent entre elles, elles se donnent ce qu'on appelle un quorum pour savoir combien elles sont, et si elles sont trop, si elles sont plus, elles deviennent virulentes. Donc, tant on en a tous, je disais du staphylocoque doré, les Escherichia coli pathogènes, etc., mais on les maintient à un niveau acceptable. Donc, si vous voulez, la flore joue un rôle très important contre les gastroentérites, bien sûr, tout ça c'est connu, mais aussi contre l'inflammation babrique, contre le passage potentiel de bactéries et d'endotoxines dans le sang. Le zinc et beaucoup de minéraux donc, jouent un rôle essentiel et dans la muqueuse et dans la multiplication des anticorps, etc. Et toutes ces vitamines, j'invite la personne à revoir tout, parce qu'on ne va pas répéter quand même tout la présentation. Mais justement, bon, je ne sais pas si vous voyez encore la diapo qui est non, il faudra le revoir. Cette émission sera revisionnable en replay voilà. Et effectivement, la présentation sera disponible. Oui, voilà. Parce que bon, on ne peut pas répéter toute la présentation, mais oui, l'ensemble des vitamines et des minéraux avec les probiotiques jouent un rôle synergique, c'est sûr. Une question toujours sur le dosage, en tout cas un apport idéal. Question posée par Laurent. Quel serait l'apport idéal journalier en magnésium? Alors là, c'est une question qui m'est chère, puisque j'ai été un élève de Jean Durlac, le grand spécialiste mondial du magnésium, qui était endocrinologue à l'hôpital Cochin. Que pouvez-vous un de mes maîtres. Bon, lui, il pensait que, si vous voulez, de son expérience à l'époque, 600 mg de magnésium élément était la bonne supplémentation en complément d'un apport qui est insuffisant puisqu'il est autour de 200 mg et que l'apport recommandé pour faire de carence c'est de 400. Bon. Mais il y a des gens plus ou moins sensibles au stress. D'une part, c'est une génétique qu'on appelle HLA-B35, 18% de la population, qui recapte mal le magnésium qui sort des cellules sous l'effet du stress. Et deuxième chose, malheureusement, et ça tout le monde en est conscient je pense, c'est un phénomène de société. Comme la pollution, le stress a énormément augmenté. Et donc, ce qu'on constate en pratique, c'est que beaucoup de gens ont besoin jusqu'à 900 mg de magnésium élément par jour. C'est des doses très importantes. Et en plus, il faut les prendre en 3 fois pour garder une magnésémie stable dans le sang. D'accord ? Au moins matin et soir. Idéalement, matin, midi, soir. Et ça existe, ça a des compléments très dosés en magnésium, mais spécifiques. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est un autre niveau. C'est un niveau d'équilibration qui ne peut pas être dans un complément généraliste parce qu'il prendrait toute la place. Et même, si vous voulez, ces compléments très dosés, c'est des sachets, ça ne rentre pas dans une gélule. Alors justement, il n'y a pas de hasard, hein, mais Isabelle, vous parlez du stress. Elle demande si vous pouvez revenir sur le rapport entre le stress et le système immunitaire, et vous venez de le faire, et l'axe intestin-cerveau. Oui, alors bien sûr. Parce que déjà, on était très surpris d'une étude. Hein, on a pris des enfants avant un examen scolaire et au bout de 3 jours, ils avaient perdu 50% de leur bonne flore. Incroyable. Donc le stress, c'est encore autre chose. Un impact tout à fait inattendu qu'on n'explique pas encore forcément. Mais bon, il y a une première explication, si vous voulez, c'est que, comme l'a trouvé le chercheur Yagi au Japon, la noradrénaline fait entrer du fer dans les cellules et le fer est un proliférateur de virus et de bactéries. Plus les pathogènes malheureusement que les bonnes. Et donc, il ne faut pas manquer de fer d'un côté, c'est paradoxal, mais il ne faut pas en prendre au moment d'une infection. Et voilà, il ne faut pas en avoir trop non plus. Donc, il faut arriver à viser le bon créneau. Alors, pas évident de trouver cet équilibre.
Non, ça demande des connaissances. Moi, si vous voulez, j'ai toujours été avocat, d'enseigner tout ça. De mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais la santé, c'est au moins aussi important que les maths, le français, la géographie. Bon, donc, si vous voulez, on en a la démonstration, hein. Le monde souffre énormément en ce moment même. Là, ça se voit, c'est spectaculaire, mais même quand il n'y a pas de Covid, si vous voulez, il y a des dizaines de millions de gastro-entérites, ça coûte un fric fou à l'économie. Les gens, il faut les soigner, et en plus, ils ne bossent plus, ils contaminent les autres, bon, on n'en sort pas. Les maladies chroniques explosent. Si vous voulez, bon, il n'y a pas de... Il faut savoir où est-ce qu'on va travailler contre ou sa santé et contre l'environnement, ou pour la santé et pour l'environnement, ce qui est lié. Là, il faut faire des choix. Alors, on est vraiment, là, je pense que la Covid nous met au pied du mur. Il y a un choix de société à faire, c'est maintenant ou jamais. Enjeu de santé publique, mais aussi enjeu économique. Vous n'avez cessé de le rappeler avec, oui. Avec les chiffres, avec des chiffres lors de votre présentation. Une dernière question, je regarde si on a le temps, oui. Une question de Pascal. Quels conseils pouvez-vous donner pour éviter les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19 et pour bien s'immuniser ensuite? D'accord, alors pour bien s'immuniser, le zinc c'est la clé, mais la D aussi est importante, on l'a dit. Bon, en fait, c'est plus complexe que ça. Bon, si vous voulez fouiller la question, il y a l'immunonutrition, il y a les jours de cours là-dessus. Dans les bases scientifiques et médicales, il y a aussi ce développement. Ensuite, on peut réduire, s'il y a de l'aluminium dans un vaccin, on peut bloquer l'aluminium par le silicium. Ça, je pense qu'en pharmacie, nos amis pharmaciens ont des formes de silicium, parce que le silicium se précipite avec l'aluminium pour faire des aluminosilicates. On les retrouve dans le cerveau pour les gens qui n'ont pas fait ça, mais sinon on peut les bloquer déjà dans le tube digestif ou dans le sang et ça part dans les urines. C'est mieux, évidemment. Donc, on peut conseiller, s'il y a de l'aluminium dans le vaccin, d'abord, bon, on n'en a pas besoin, on aurait pu mettre un autre adjuvant, ça existe, mais bon, ça c'est une discussion plus compliquée. Mais bon, pour le moment, quand il y en a, on peut donc neutraliser avec le silicium. Après, on peut réduire les effets secondaires avec, par exemple, la vitamine C, toutes ces substances anti-inflammatoires qu'on vient de voir, la vitamine E, etc. Le zinc joue un rôle accessoire anti-inflammatoire. D'accord, alors merci d'avoir répondu effectivement à cette question de Pascal qui est encore toujours d'actualité avec la pandémie que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre. C'est presque la fin de ce webinaire, alors j'ai pas vu le temps passer en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis si nombreux. Nous espérons effectivement que nous avons apporté notre pierre à l'édifice des connaissances et de votre expertise que vous allez pouvoir partager avec votre patientèle dès demain au comptoir. Un grand merci, Dr Curet, pour votre expertise. C'était un plaisir de vous recevoir ici dans notre émission. Allez, j'ai 30 secondes, j'ose, demain matin, le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, moi maintenant, je conseille de plus de petit déjeuner. C'est-à-dire de faire le jeûne intermittent. On a des études extraordinaires qui montrent qu'on ralentit le vieillissement, qu'on réduit les cancers du sein, etc. En faisant un dîner léger végétarien, en sautant le petit déjeuner et en faisant un brunch pour laisser une plage de jeûne de 13 à 16 heures. Ça, c'est vraiment l'idéal maintenant. Ce qui est contraire à tout ce que j'ai enseigné pendant 30 à 40 ans. Parce que le petit déjeuner, c'était important, mais maintenant, les études ont changé et ça serait l'idéal. Bon, après, boire plutôt du thé vert que du café. Le café relargue l'histamine, c'est très inflammatoire, etc. Bon, il y a des bonnes choses dans le café, mais malheureusement, bon, c'est plus une boisson plaisir à déguster, l'arôme, tout ça, qu'une boisson santé. Donc, comme boisson chaude, déjà, c'est un très bon choix, riche en polyphénol, le thé vert. Bon, après, je conseille donc, idéalement de sauter le petit déjeuner pour faire un brunch. D'accord, et on va tous gagner un temps fou à ne pas petit déjeuner le matin. En plus. Chers internautes, chers pharmaciens, vous allez recevoir par mail un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre, cela va nous aider à nous améliorer, à connaître les sujets qui vous importent et que vous souhaiteriez que nous traitions. Je rappelle que ce webinaire sera disponible sur le site du Moniteur des pharmacies. Restons connectés, il y aura bien sûr d'autres émissions à venir. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.